Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis, plus précisément à Kansas City, dans le Missouri. Début d'après-midi, le mercredi 2 janvier 1935, un jeune homme bien habillé et sans bagage se présente à la réception de l'hôtel Président de Kansas City. Cet hôtel est devenu depuis le Power and Light District. Il demande une chambre intérieure, c'est-à-dire une chambre qui donne sur la cour de l'hôtel et non sur la rue. Le personnel remarque qu'il a une grande cicatrice au niveau du cuir chevelu près de son oreille gauche et qu'il a également une oreille en chou-fleur. Ce jeune homme va s'inscrire sous le nom de Roland T. Owen. Le groom, Randolph Probst, le conduit dans sa chambre, la chambre 1406 au 10e étage. Mary Soptic est la femme de chambre attitrée à cet étage de l'hôtel. Elle va constater une attitude étrange chez ce client. Elle entre dans la chambre quelques heures après l'arrivée de M. Owen et le trouve très nerveux, anxieux. La chambre est sombre, les rideaux fermés, et il y a juste une petite lampe de chevet allumée. Il est assis comme ça, dans l'obscurité, mais il se montre très aimable avec Mary. Il lui demande de ne pas verrouiller la porte en sortant car il attend de la visite. Quelques heures plus tard, Mary revient dans la chambre pour apporter des serviettes propres. La seule chose de changée par rapport à sa première visite est que le client est étendu sur le lit, tout habillé, et il regarde le plafond. Sur le bureau, il y a une note disant « Don, je reviens dans 15 minutes, attendez ». Le jeudi 3 janvier, Mary est de service. Elle va donc faire le ménage dans la chambre de notre étrange jeune homme. La porte est verrouillée et elle doit utiliser sa clé pour entrer. C'est très étrange car la clé du personnel de nettoyage ne peut ouvrir les portes des chambres que si celles-ci sont verrouillées de l'extérieur. C'est comme si quelqu'un avait enfermé le client dans la chambre et l'avait quitté ensuite. Il est de nouveau assis, en silence, dans l'obscurité. Le téléphone sonne et Mary entend cette conversation. « Non, Don, je ne veux pas manger. Non, je n'ai pas faim. » Après cet appel, le client se montre plus bavard et discute avec Mary. Elle reprend les serviettes sales et quitte la chambre. Plus tard, Mary revient pour apporter des nouvelles serviettes. Elle frappe à la porte et une voix d'homme qu'elle ne connaît pas lui répond de s'en aller. Cette même nuit, une femme logeant dans une chambre voisine, la 1408, dit avoir entendu des voix d'hommes et de femmes crier. Mais comme il y avait une fête dans une autre chambre proche, elle n'est pas sûre que ces cris venaient de la chambre 1406. Ce même soir, vers 23 heures, Robert Lane, qui passait par là en voiture, remarque un homme qui courait dans la rue. Il était habillé de manière bien trop légère pour la saison. Lane s'est arrêté pour demander à l'inconnu s'il avait besoin d'aide et a constaté que celui-ci était profondément blessé au bras gauche. L'inconnu lui a demandé de le conduire où il pourra trouver un taxi, ce qu'il fit. Il l'a vu monter dans un taxi et disparaître. Cette aventure a-t-elle quelque chose à voir avec notre histoire? Le vendredi 4 janvier, vers 7 heures du matin, l'opératrice de l'hôtel, Della Ferguson, demande au groom, Randolph Probst, d'aller demander au client de la chambre 1406 de raccrocher son téléphone. La porte de la chambre est fermée et le panneau « Ne pas déranger » est mis. Le groom frappe quand même à la porte et une personne lui répond mais sans venir lui ouvrir. Randolph Probst demande au client de bien vouloir raccrocher son téléphone et redescend vaquer à ses occupations. À 8h30, l'opératrice voit que le téléphone est toujours décroché. Elle envoie Harold Pike, un autre groom, à la chambre 1406. La porte est toujours verrouillée et le panneau « Ne pas déranger » n'a pas bougé. Mais cette fois, Harold Pike a été plus prévoyant que son collègue et a pris son passe-partout. Ce qui, souvenez-vous, signifie que la porte de la chambre a été fermée de l'extérieur. La chambre est encore plongée dans l'obscurité. Le téléphone est par terre et le client est couché, nu, sur son lit. Dans l'obscurité de la chambre,
Le groom voit que les draps sont sales et pense que le client ivre les a souillés. Il raccroche le téléphone et il sort. 2 heures plus tard, le téléphone est de nouveau décroché. C'est de nouveau Randolph Probst qui remonte, et là, il découvre l'horreur. Je vous cite la déposition de Probst. Quand je suis entré dans la pièce, cet homme était près de la porte sur ses genoux et ses coudes en tenant sa tête dans ses mains. J'ai remarqué du sang sur sa tête. J'allumai alors la lumière et plaçai le récepteur téléphonique sur le crochet. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu du sang sur les murs, le plafond, le lit et dans la salle de bain. Cela m'a effrayé et j'ai immédiatement quitté la chambre. Une fois descendu, il prévient son supérieur qui appelle les secours. La police est venue avec un médecin, le docteur Flanders. Petite précision, rien à voir avec le voisin des Simpsons. Celui-ci constate qu'Owen est attaché avec une corde autour du cou, des poignets et des chevilles. Il a été poignardé plusieurs fois à la poitrine, ce qui a entraîné une perforation du poumon. Il a été frappé plusieurs fois à la tête, a été étranglé à plusieurs reprises. Il a tout simplement été torturé. Malgré tout ce qu'il a subi, il est toujours en vie. Lorsque le médecin lui demande qui lui a fait ça, il répond qu'il est tombé contre la baignoire. Bon, la baignoire devait être particulièrement de mauvaise humeur ce jour-là pour lui faire subir tout ça. Après avoir dit ça, il est tombé dans le coma et est transporté à l'hôpital. Les enquêteurs, qui bien sûr ne croyaient pas du tout à l'histoire de la chute contre la baignoire, fouillent la chambre. Tous les vêtements d'Owen ont disparu, ainsi que les serviettes de bain, le shampoing et le savon. Il y a 2 verres et des empreintes de femmes sur le téléphone. Et, plus étrange, un flacon d'acide sulfurique. Il faut ensuite tenter de trouver la famille du blessé, mais force est d'admettre que Roland T. Owen n'existe pas. Un peu après minuit, le 5 janvier, il décède de ses blessures. Impossible dès lors de lui demander sa véritable identité. Sans trop de surprise, l'autopsie va révéler que le décès est dû aux blessures. Celles-ci ont été infligées entre 4 et 5 heures du matin. Les journaux relayent cette histoire. De nombreuses familles envoient à la police des photos de proches disparus, mais cela ne permet pas l'identification de la victime. Le corps est exposé au funérarium Melody McGilley afin de permettre aux gens qui le souhaitent de venir voir la dépouille afin d'identification. Sans succès. Les détectives ont interrogé le groom et la femme de chambre afin d'en savoir plus sur la victime. Il avait dit aux deux qu'il avait logé la nuit précédente à l'hôtel Muehlebach, mais qu'il en était parti suite au prix trop élevé de la chambre. Les enquêteurs se rendent donc dans cet hôtel et consultent le registre. Aucun Roland T. Owen n'y apparaît. Cependant, en le décrivant au réceptionniste, celui-ci se souvient d'un homme lui ressemblant qui est bien resté à l'hôtel la nuit en question. Il avait donné comme nom Eugène K. Scott. En mars, toujours aucune avancée dans l'enquête. Le malheureux n'ayant pas été identifié, il sera enterré comme indigent. Cette nouvelle paraît dans les journaux et un rebondissement se produit. En effet, les employés du funérarium reçoivent un coup de téléphone anonyme d'une personne qui leur demande d'attendre un peu car l'argent pour les funérailles va leur être envoyé. Peu après, une enveloppe avec l'argent nécessaire arrive, accompagnée d'un bouquet de fleurs en hommage au défunt, avec ce petit mot « Love Forever » signé d'une certaine Louise. Les enquêteurs se disent que cette Louise viendra probablement à l'enterrement et qu'ils pourront enfin résoudre cette affaire. Mais personne n'est venu. Il y avait uniquement 2 policiers. Voilà, cet homme est donc enterré sans nom. L'enquête est mise sur pause faute d'éléments. 2 ans plus tard, Ruby Ogletree contacte la police de Kansas City. Elle a peur que l'inconnu ne soit son fils Artemus. Une amie lui a parlé de cette histoire et lui a montré une photo parue dans un magazine du visage de la victime. Ruby a reconnu la fameuse cicatrice au cuir chevelu et explique aux enquêteurs que son fils a reçu de l'huile bouillante à cet endroit quand il était enfant. L'inconnu est enfin identifié. Il s'agit bien d'Artemus Ogletree. Vous vous demandez sûrement pourquoi Ruby ne s'est pas inquiétée plus tôt de l'absence de son fils. Eh bien, Artemus a décidé de voyager et a quitté la maison en 1934
à l'âge de 17 ans. Il envoyait des lettres de façon régulière à sa famille. En 1935, la famille a encore reçu des lettres, mais bizarrement, elles étaient tapées à la machine, alors qu'avant elles étaient manuscrites. On sait à présent que 3 lettres au moins ont été écrites après le meurtre d'Artémus. La dernière disait qu'il était parti en Égypte. Ruby a bien tenté de le retrouver en passant par le consulat américain au Caire, mais bien sûr sans succès. La dernière piste que la police a eue est qu'Artémus avait séjourné dans un autre hôtel de Kansas City, le Saint-Régis, peu avant son décès, et qu'il partageait là-bas la chambre avec un autre homme. S'agissait-il du fameux Don? Le crime passionnel est envisagé. Peut-être qu'Artémus a rencontré quelqu'un lors de ses voyages, homme ou femme, et l'a trahi ensuite. Il pouvait fuir cette personne car il en avait peur, et cela expliquerait ses changements de nom et le fait qu'il n'ait pas voulu dénoncer la personne qui lui a fait ça. Cela pourrait également expliquer l'argent envoyé de façon anonyme. Peut-être que la personne gardait des sentiments pour lui et ne voulait pas qu'il soit enterré comme indigent. Mais cela n'explique pas pourquoi il s'est laissé faire et qu'il s'est laissé enfermer dans cette chambre. Il y a aussi le crime organisé, la mafia. Le Don peut faire penser à la mafia, mais idem, pourquoi ne pas dénoncer son assassin et pourquoi se laisser enfermer? L'acide est une des méthodes de la mafia pour effacer les empreintes. Est-ce qu'il s'est laissé faire parce qu'il en avait marre de fuir et qu'il a décidé que ça devait se terminer? En 1937, Joseph Martin est arrêté à New York. Il avait tué l'homme avec qui il partageait une chambre d'hôtel. Il avait mis le corps dans une malle pour l'envoyer à Memphis. Il utilisait des pseudonymes, dont l'un était Donald Kelso, le fameux Don. Mais à part des détails pouvant faire penser à notre affaire, rien de concret ne prouve qu'il connaissait Artémus, et encore moins qu'il l'ait tué. En 2004, un historien local, John Horner, reçoit un appel anonyme d'une personne qui a aidé à trier les affaires d'un ami âgé décédé. Il y avait une boîte remplie d'articles concernant l'affaire. Mais bien sûr, cela n'apporte absolument rien. La maman d'Artémus, qui est bien sûr décédée depuis longtemps, sera morte sans jamais savoir ce qui est arrivé à son fils. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.